Le thème de ce soir, c'est comment la philosophie nous permet d'arrêter de nous sentir coupables, en faute ou inadéquats. La philosophie, nous dit Platon et Aristote, naît de l'étonnement. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Quand on pense à la philosophie, on ne pense pas forcément à ça, et peut-être certains d'entre vous ne le savent pas, mais c'est pourtant très frappant. Platon comme Aristote disent que l'élément à partir duquel on entre dans la philosophie, c'est s'étonner. S'étonner. S'étonner d'être, s'étonner qu'il y a de l'être, s'étonner d'un phénomène, s'étonner quand vous vous étonnez, ce qui semblait indiscutable, évident, non questionnable, commence à le devenir. C'est pour ça que j'explique beaucoup qu'est-ce que c'est la philosophie. C'est l'antipode de l'idéologie. L'idéologie, on ne questionne pas, on ne s'étonne pas, on suit sans discuter. Et la philosophie, c'est s'étonner. Et parce que quand nous nous étonnons de quelque chose, nous entrons dans l'aventure du sens. La question du sens commence à vous travailler, c'est ça. La question du sens vous travaille. Ah oui, tiens. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Une des questions premières de la philosophie, c'est fou comme question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? En fait, ce qui souvent empêche de comprendre ce qu'est la philosophie, c'est qu'on croit que la philosophie, c'est un ensemble de réponses sur tous les sujets donnés. Alors que la philosophie, c'est l'absence de réponse à tous les sujets donnés. Puisque le propre de la philosophie, c'est d'interroger, c'est d'interroger. À partir d'un étonnement, parce que c'est pas interroger dans le vague, mais à partir d'un étonnement. Là, je suis en train de lire un texte d'Aristote sur la rhétorique, où il parle de la tragédie. C'est vraiment extraordinaire, c'est un texte absolument extraordinaire. Et Aristote, que j'avais jamais lu, parce que j'avais une mauvaise traduction, donc chaque fois que j'ouvrais, ça me semblait un peu fastidieux, puis un de mes amis m'a dit « Mais non, mais c'est pas ça la traduction, et puis il y a une traduction qui existe avec des notes, tout. » Alors je suis très content. Et un des étonnements d'Aristote, c'est comment se fait-il que les gens ont du plaisir à voir une tragédie dans laquelle on sent de la pitié pour des gens qui souffrent et de la terreur? C'est passionnant. Et au fond, moi j'ai vu beaucoup de tragédies, et là on lit le texte, et on est, mais d'un seul coup, l'étonnement devient encore plus saisissant. C'est étonnant quand même. Et quand on s'étonne, on commence à chercher quelque chose, à être pris par... Alors que la question de la faute, elle est d'un tout autre ordre, vous voyez. Dans la faute, on n'est plus dans l'aventure de ce qu'on a à explorer et à vivre. On est dans un truc qui serait là avant. On serait fautif de quelque chose d'avant. On aurait quelque chose qu'on n'aurait pas bien fait. La philosophie, la question de la faute n'a absolument pas le moindre sens pour la philosophie. Il y a bien la question de devoir apprendre à être d'une certaine manière ou d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on est dans telle situation? Donc c'est pas indifférent, mais c'est pas du tout
dans la direction de la faute. C'est la question de la culpabilité. Dès qu'on fait de la philosophie, on est libéré de la culpabilité. On est coupable, vous voyez, c'est... Parce que quand il y a une faute, il y a la faute qu'on a commise et dont on devrait se racheter. Tandis que dans la philosophie, il y a une tension, mais pas pour racheter une faute, mais pour apprendre à être plus sincèrement, plus justement, plus en rapport à la situation, plus dans l'accomplissement profond de ce qu'est notre véritable nature d'être humain. C'est ça qui est au cœur de la philosophie. Faire se déployer notre être. Alors comme c'est un peu, ça je parle comme un philosophe, disons, faire déployer notre humanité. C'est ça la question qui de tout temps saisit la philosophie. Et puis, donc vous voyez, c'est le premier point de ce que je voulais essayer de montrer, c'est la philosophie en tant qu'elle nous interroge sur ce que ça veut dire pour nous être un être humain. La philosophie, elle interroge, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour moi, là, maintenant, d'être un être humain? Comment je peux l'être? C'est ça, la philosophie. En tout cas, celle qui me semble importante, celle dont je parle, celle qui est au cœur de ce qui me travaille et du livre 3 minutes de philosophie. Et j'aime bien parce que 3 minutes, ça prend pas beaucoup de temps. Il ne faut pas beaucoup de temps pour s'étonner et passer de la culpabilité à l'étonnement qui nous saisit, qui nous transit. En plus, vous voyez, ils sont quand même, les Grecs, c'est quand même, enfin, les philosophes, c'est des gens tout à fait singuliers, parce qu'en plus, nous, on croit que les philosophes, ils sont dans la raison. C'est ce qu'on vous raconte peut-être. Et Platon, pas Tartampion, mais quelqu'un qui s'appelle Platon, il dit l'étonnement, c'est un pathos. Pathos, ça veut dire celle qui a donné passion. Mais pathos, c'est se laisser traverser, c'est-à-dire être mis à l'épreuve, être, dans mon langage, être travaillé par quelque chose. Vous voyez, on se laisse transir. Et c'est complètement dingue, la philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est apprendre à se laisser transir par ce qui est. Ah, c'est quand même... franchement, c'est quand même plus sexy, non? Que la philosophie, c'est... Je domine tout pour être dans le détachement et le contrôle complet. Vous voyez? Pourquoi c'est très cohérent ce que nous faisons ce soir. Mais il y a un deuxième point que permet la philosophie, deuxième axe, c'est que la philosophie, en s'étonnant de ce qui est comme idéologique, non questionnable, est en train de remarquer la forme particulière de la violence propre à notre temps. Et là, je rejoins d'un autre biais ce qu'on disait dans la première séance. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre et qui nous fait souffrir? C'est-à-dire ce qui attaque le déploiement de notre être. Eh bien, c'est tout simple, c'est le fait que nous sommes toujours coupables de ne pas en faire assez par rapport à cette dictature de l'efficience qui réduit toute chose à l'effet qu'il réussit à produire. Et là, la faute, elle est tout à fait nouvelle. La faute propre, la faute que nous conduit à éprouver notre temps, c'est que on n'est jamais assez. Et vous, comme vous êtes tous des gens, des hommes et des femmes qui vivez aujourd'hui, tous, vous sentez que on n'est jamais assez. Et on est tous transis par ça.
même trop, c'est pas encore assez. Ça, c'est le mantra que nous inflige l'idéologie de notre temps. Trop, c'est pas encore assez. Et la philosophie voit l'illégitimité de cette exigence complètement qui déraille complètement. C'est ça. Et donc la philosophie, c'est on arrête de dérailler, on s'étonne. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Lorsque vous avez dit que la culpabilité que chacun d'entre nous peut porter et la culpabilité de ne pas être assez, ça a vraiment... En fait, lorsque tout à l'heure nous avons médité, j'ai ressenti beaucoup de colère avec cette phrase qui est j'en ai assez d'essayer toujours d'être la bonne élève. C'est insupportable. Oui. Et je fais le lien avec le fait que je m'aperçois que venir ici ou essayer de méditer sans m'en rendre compte, c'est essayer, encore une fois, de m'améliorer, d'être encore plus. Vous avez de la chance d'être ici, parce que je suis le plus impitoyable sur ça. Et si vous seriez... Mais heureusement que vous êtes venu ici, parce que c'est ça le danger majeur. Mais si je vous disais... Vous êtes débutante, mais si vous pratiquez bien, dans quelques temps, peut-être vous réussirez à avoir moins de pensées, à être plus calme. Mais là, il faut beaucoup de temps. Ça va prendre du temps, là. Je comprends, ma pauvre petite. Si je disais ça, oui, je renforcerais énormément. C'est ça qui se passe partout. C'est ça le drame. Et donc, la seule solution, c'est de me croire, de pratiquer en ne cherchant rien, en abandonnant absolument tout projet et toute tentative, en se confiant simplement à la posture, en acceptant que ce qui vient dans la pratique vient dans la pratique, et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de Jeux olympiques de la méditation dissimulée, qu'on peut absolument se foutre la paix. Ça peut prendre du temps. On l'entend de loin, on sent que ça peut être vrai. Ça prend du temps. Mais c'est ça le chemin. La progression dans la méditation, c'est qu'à un moment, on abandonne l'idée de progression. Donc il faut juste pratiquer pour abandonner l'idée de progression et enfin épouser notre condition d'être humain. Et puis je voulais juste par rapport au mot philosophie, lorsque vous avez dit que c'était... ah mince. En fait, j'ai souvent entendu, de mémoire, c'est l'amour de la connaissance ou du savoir. Et d'un seul coup, ça m'est apparu autrement. Ça m'est apparu comme, non pas du savoir, je vais dire de manière très grossière, encyclopédique, mais en fait de l'expérience, du savoir que l'on a par notre propre expérience et par notre propre ressenti. Par exemple, quand des personnes ici vous posent des questions, on voit bien que vous êtes à l'écoute de ce qui vient et de ce qui vient de ce que vous avez vous-même exploré ou expérimenté. Et parfois, je me dis, mais alors c'est pas, j'ai comme de la colère en me disant, mais pourquoi là je m'adresse à quelqu'un plutôt qu'à moi-même? Pourquoi je me... Voilà. Ah. D'abord, il faut épouser votre colère. Elle est là, il faut l'épouser, il faut l'accueillir. Mais après, ce que vous dites, c'est magnifique, c'est extraordinairement socratique. C'est quasiment les mots de Socrate. Parce que Socrate dit « Rien n'est plus idiot que croire que la connaissance est un ensemble de données qu'il faut passer d'un être à un autre ».
comme on verserait du liquide d'une cruche à une autre cruche, ça, c'est absolument pas le savoir. Là, il croit ça, le malheureux ministre de l'Éducation nationale. En général, j'essaie de ne jamais faire de commentaires sur l'actualité, mais là, c'est quand même insupportable. Non, le savoir, c'est ce que dit Socrate, c'est accoucher. Ça, il dit, moi, comme ma mère était sage-femme, je fais pareil qu'elle. J'accouche les gens. Je les aide à accoucher de ce qui est en eux. Il n'est pas là pour leur faire la leçon. Aujourd'hui, carrément, on voudrait faire passer les datas du sachant dans la tête de l'élève. Comme ça, il sera bien bourré. Mais non, le savoir, c'est l'apprendre à penser, à partir de lui-même. Enfin, et comme aujourd'hui, on a l'impression que l'éducation, c'est plutôt comment être performant sur le marché du travail le plus vite possible en étant adapté. Plus vous serez adapté, plus vous serez désadapté. Ça pose problème. Et là, à nouveau, la vision socratique semble aujourd'hui d'une fulgurance incroyable. Et je fais juste la parenthèse, quand on aura réussi à que les enfants deviendront parfaitement adaptables au marché du travail, ils seront obsolètes, puisque le marché du travail aura déjà évolué. Donc on fera des gens obsolètes, tandis que si on les apprend à penser par eux-mêmes, ils se débrouilleront toujours pour inventer. Donc c'est horrible. Et ouais, la méditation, quand elle est en dialogue avec cette interrogation philosophique, me semble à même aujourd'hui de se lever pour dire non à ce qui menace notre inhumanité. Elle n'est pas là pour nous endormir, ni la philosophie, ni la méditation. Elle est là pour nous aider à nous défendre de la barbarie qui vient, du visage de la barbarie propre à notre temps. Et je suis obligé de refaire une autre parenthèse pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Je ne dis pas que notre temps est plus barbare qu'un autre, il faut toujours que je le précise. Chaque époque a son élément de barbarie, mais notre travail, c'est d'essayer de voir quelle est la barbarie propre à notre temps, parce que c'est d'elle dont on souffre. Est-ce qu'il y a une autre question ? Premier rang. Je voulais savoir si on pouvait dire que dans l'étonnement, il y a une capacité ou il y a un lien avec l'enchantement ou le réenchantement. Non, parce que dans l'étonnement, t'es ébranlé, t'es déplacé. L'enchantement, là, je dirais comme ça. L'étonnement, c'est la philosophie. L'enchantement, c'est plutôt l'épreuve de la poésie. Et comme dit Heidegger, ils sont proches sur deux mondes très distants. Je dirais que ce n'est pas tout à fait le même mouvement. Parce que quand on est étonné, pourquoi il y a de l'être, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. On n'est pas enchanté, on est étonné. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se déplace. Ce qui était non questionnable, par exemple, s'étonner que on pense que l'éducation nationale doit se débrouiller pour que on soit adaptable sur le marché du travail. Ouais, c'est pas un enchantement, mais il y a un étonnement là. On s'étonne. On est transi par quelque chose. On est travaillé par quelque chose. Tandis que l'enchantement, qui vient d'une autre traversée de la douleur, l'enchantement, c'est vraiment faire chanter, enchanter, faire chanter quelque chose, se mettre dans un rythme, dans une tonalité qui fait chanter quelque chose qu'on n'entendait plus chanter. Et je pense que ce n'est pas le même geste. Mais je ne suis pas du tout sûr. C'est ce que je tente là maintenant. Peut-être demain je dirai complètement autre chose. Mais voilà ce que ça me fait penser ta remarque. Est-ce qu'il y a une autre question ?
Est-ce que c'est sérieux la méditation? C'est quoi ta question, au fond? Est-ce que c'est sérieux la méditation? Ça veut dire. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est sérieux la méditation? Et je comprends, il faut que tu m'expliques ta question. Qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Rien, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce serait le contraire de sérieux? Est-ce que c'est drôle la méditation? C'est drôle la méditation. Je sais pas si c'est sérieux. Moi je dirais c'est extraordinairement drôle. Moi plus je médite, plus je trouve que tout est drôle. Notre esprit est complètement drôle. Nos manières de penser complètement drôles. On s'enferme dans des trucs qui sont complètement drôles. Je dis souvent ça. Moi j'ai l'impression que plus on médite, plus la vie devient comme Charlot. Donc c'est vivant. Oui, donc c'est vivant. J'ai pas du tout l'impression que c'est sérieux. Mais en même temps, c'est sérieux quand même. Parce que je crois que pour méditer, il faut quand même arrêter de vouloir... On veut plus trop déconner. On pense que la vie, on a une responsabilité par rapport à elle. Donc c'est sérieux. Mais sérieux, c'est un mot difficile parce que... Non, mais voilà, c'est intéressant. Sérieux, le problème du mot sérieux, c'est que dès qu'on se prend au sérieux, on n'est plus sérieux. Que le vrai sérieux, c'est quand on ne le sait pas. C'est responsable. À l'instant où on croit qu'on est sérieux, on ne l'est pas. Les gens les plus sérieux sont ceux qui sont les enfants, par exemple. Ils sont sérieux quand ils jouent. Mais les chefs politiques qui sont sérieux, on a plutôt l'impression que c'est des champignons. Donc la méditation, c'est sérieux comme les enfants qui jouent. C'est-à-dire c'est sérieux sans esprit de sérieux et sans savoir que c'est sérieux. Mais ça prend... Il y a une gravité, parce que l'enfant, vous lui prenez son jeu, il pleure. Donc il ne fait pas semblant. Il n'a pas cette sorte de désinvolture, vous voyez. C'est tout à fait étonnant, parce que nos hommes politiques sont sérieux et désinvoltes. C'est quand même assez scandaleux. C'est quand même plus que scandaleux. C'est révoltant. Autant de sérieux et autant de désinvolture. Alors la méditation, c'est l'antipode. On n'est pas désinvolte dans ce sens-là, mais on ne se prend pas au sérieux non plus. Je pense que c'est pas mal pour clore la soirée, et merci de votre attention. Comme j'ai dit, j'espère que vous serez nombreux à venir le 11 avril dans cette journée sur laquelle je travaille beaucoup et qui, je pense, permettra de donner un éclairage sur le sérieux de la méditation sans se prendre au sérieux.